L'épilogue dans l'affaire Pistorius, l'ex-champion échappe à une condamnation pour meurtre. La préméditation n'a pas été retenue par la juge. La lecture du verdict est ajournée à vendredi. Les Américains à la recherche d'alliés pour intervenir en Irak. Le soutien des Européens est assuré, celui des pays arabes un peu moins. La Turquie, par exemple, ne fera pas partie de la coalition. Nous suivrons la tournée de John Kerry, actuellement en Arabie Saoudite. Et puis un vent d'indépendance qui souffle sur l'Europe. Après l'Écosse, la Catalogne se mobilise. Une grande manifestation est prévue dans l'après-midi dans les rues de Barcelone. Objectif, faire pression pour que Madrid accepte un référendum sur l'indépendance. Il y a 13 ans, les États-Unis vivaient la pire attaque jamais menée sur leur territoire. Le 11 septembre 2001, quelques 3000 morts à New York, Washington et en Pennsylvanie. Le pays se rappelle. Minute de silence, vous le voyez devant la Maison-Blanche en présence de Barack Obama et de son épouse Michelle. Et 13 ans après ce drame, les États-Unis sont toujours au front. Barack Obama a dévoilé la nuit dernière son plan pour contrer les djihadistes de l'État islamique. Il a prévenu les Américains. La lutte sera longue, mais pas question d'intervenir au sol comme en 2003. On l'écoute. Notre objectif est clair, affaiblir et détruire définitivement l'organisation de l'État islamique à travers une stratégie globale de contre-terrorisme. Nous allons systématiquement mener des frappes aériennes contre ces terroristes. En collaboration avec le gouvernement irakien, nous allons déployer nos efforts pour protéger notre peuple et les missions humanitaires. Nous allons cibler des frappes contre l'organisation de l'État islamique au fur et à mesure des offensives menées par les forces irakiennes. Que ce soit clair, nous allons chasser les terroristes où qu'ils se trouvent. Nous n'hésiterons pas à mener des actions contre l'organisation de l'État islamique en Syrie, tout comme en Irak. C'est le principe de base de ma présidence. Si vous menacez les États-Unis, vous ne trouverez pas de refuge. Alors, contre qui vont se battre les Américains et leurs alliés? Qui sont ces djihadistes qui sèment la terreur en Irak et en Syrie? Comment expliquer leur victoire militaire? La réponse d'Axel Simon. Faire renaître au XXIe siècle le califat datant du 7e siècle, telle est l'ambition de l'organisation de l'État islamique. Le groupe djihadiste souhaite créer un vaste État au Moyen-Orient, régi par les principes de la charia, avec un chef suprême à sa tête. Nos combattants ont fait le nécessaire pour déclarer le califat et désigner un imam pour être leur chef. C'est un devoir pour les musulmans, un devoir oublié pendant des siècles. Le groupe contrôle déjà de vastes zones en Syrie et en Irak. Il souhaite aussi s'étendre sur la Jordanie, le Liban et libérer la Palestine selon ses termes. On n'a pas de nationalité, on est des musulmans et on n'a qu'un seul pays. Si Dieu le veut, on n'aura qu'un seul imam, un seul calife. Selon Washington, l'organisation regrouperait 15 000 combattants actifs provenant de plus de 80 pays. Nous avons des frères partout, au Bangladesh, en Irak, au Cambodge, en Australie, au Royaume-Uni. Selon leurs membres, les musulmans n'appartenant pas à l'organisation ne sont pas considérés comme étant de bons fidèles. Ils deviennent donc une cible potentielle dans leur guerre sainte. Une idéologie rejetée en bloc par les hautes autorités de l'islam. C'est douloureux de constater que des crimes inhumains sont commis au nom de l'islam, qui est une religion qui prône la paix et le pardon. L'organisation de l'État islamique dispose de financements importants et maîtrise les réseaux sociaux pour relayer sur Internet ses actions ultra-violentes. Une propagande payante pour recruter de nouveaux combattants. Et puis une bonne nouvelle sur le plateau du Golan. Les 45 casques bleus fidjiens kidnappés le 28 août dernier viennent d'être libérés. Confirmation de l'ONU, ils sont tous sains et saufs. Ils avaient été enlevés par le front Al-Nosra, c'est la branche syrienne d'Al-Qaïda. L'autre menace terroriste, elle vient de Libye. Le pays est plongé dans le chaos, déchiré entre milices rivales. Nous avons pu nous rendre sur place, sur l'une des routes les plus dangereuses au monde, à quelques kilomètres seulement de Tripoli. Récit Marc Pope sur des images France 24. Voici la route de Rijvana, ou comme certains habitants l'appellent, la route de la mort. Située à 40 km de la capitale Tripoli, elle est le théâtre de violents bombardements, notamment près de la ville de Djanzour, où de nombreuses maisons ont été détruites. Les milices n'épargnent personne. Du coup, les gens sont partis vers des villes plus sûres en laissant tout derrière eux. Leurs maisons, leurs animaux et toutes leurs affaires. La vie semble avoir abandonné la région. Les maisons sont désertes, les mosquées vides.
et les centres commerciaux ont depuis longtemps baissé leurs rideaux. Ici, les bombardements sont quotidiens. Ali Saleh a lui dû fuir son domicile depuis plus d'un mois sans pouvoir rentrer chez lui. Ils ont des missiles Grad, Hauser et une très lourde artillerie. C'est inconcevable. Cela fait 40 jours que j'ai dû partir de chez moi. Les habitants de Rijvana sont accusés par les milices d'être des pro-Kadhafi. Mais après un tour dans la ville, ce n'est pas le drapeau vert de l'ancien régime libyen qui flotte au-dessus des maisons, mais bien celui de l'indépendance. L'hôpital El Zahra, le seul de la région, n'est pas non plus épargné par les bombardements. Malgré la peur, le personnel tente de faire son travail, mais médecins et infirmières doivent faire face à une grave pénurie de médicaments et de matériel médical. On manque de tout, de matériel, de médicaments. Toute la journée, on entend les explosions autour de l'hôpital et de la ville. Une situation symptomatique de ce qui se passe partout en Libye. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, les autorités n'ont pas réussi à rétablir l'ordre et la sécurité dans un pays en proie à des combats meurtriers entre milices rivales. En Afrique du Sud, Oscar Pistorius peut souffler. Les charges les plus graves ont été abandonnées, à savoir meurtre avec préméditation. Marc Pope. J'ai oublié. À l'annonce du jugement, Oscar Pistorius fond en larmes. La juge Thokozile Masipa vient pourtant d'annoncer que la cour de Pretoria ne retenait pas les accusations de meurtre sur sa compagne, Riva Steenkamp. L'État n'a pas clairement prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, que l'accusé était coupable de meurtre avec préméditation. L'accusé croyait que sa vie était en danger et il ne peut donc en conséquence être reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Pour prendre sa décision, la juge a ainsi dû écarter plusieurs témoignages clés de l'accusation, dont notamment ceux des voisins. Sans contester leur honnêteté, elle a refusé de s'appuyer sur des souvenirs, selon elle, fragilisés et brouillés par l'intense battage médiatique autour du procès. Les charges les plus graves sont ainsi abandonnées. La star sud-africaine devrait donc échapper à la perpétuité. Mais Oscar Pistorius n'est pas pour autant lavé de tout soupçon. Thokozile Masipa a en effet critiqué son manque de sincérité lors de son témoignage, qu'elle juge évasif et incohérent. Tout au long du procès, il a en effet plaidé tantôt la légitime défense face à un cambrioleur, tantôt l'accident. Le parquet de Pretoria a aussi estimé qu'il avait fait un usage excessif de la force, laissant la porte ouverte à un possible verdict d'homicide involontaire. S'il est reconnu coupable vendredi lors du jugement final, sa peine de prison, elle sera prononcée lors d'un nouveau procès, 3 à 4 semaines plus tard. La Catalogne a trouvé son modèle. L'Écosse, la région britannique, se prononcera la semaine prochaine sur une éventuelle indépendance. À Barcelone, les séparatistes rêvent de suivre le même chemin. Ils se mobilisent ce jeudi. Axel Simon. La tenue prochaine du référendum en Écosse fait grandir les espoirs des Catalans. Les associations indépendantistes de Catalogne font entendre leur voix et redoublent d'espoir. Peut-être que Madrid réagira comme l'a fait Londres pour l'Écosse. C'est lorsque le vote en faveur du oui à l'indépendance a pris de l'ampleur que le dialogue s'est amorcé. J'espère que ça se passera comme ça et que le oui finira par l'emporter ici. Le président catalan s'est engagé à organiser une consultation sur l'indépendance le 9 novembre, une initiative fixée unilatéralement par Barcelone après le refus du gouvernement central. Madrid s'y oppose toujours, la jugeant anticonstitutionnelle. Dans ce bras de fer, pour le président catalan, l'exemple écossais constituera un précédent. Si le oui l'emporte au référendum écossais, je suis convaincu à 100% que des négociations seront très rapidement menées entre l'Écosse, la Grande-Bretagne et l'Union européenne, afin de garantir que l'Écosse reste au sein même de l'Union européenne. Bruxelles ne l'entend pas de cette oreille. La Commission européenne répète qu'un État qui naîtrait d'une scission avec un État membre sortirait automatiquement de l'Union européenne et devrait s'engager dans un processus classique d'adhésion. Cela vaudrait pour l'Écosse comme pour la Catalogne. La liste s'allonge. Les Européens ont annoncé de nouvelles sanctions contre les Russes. Ils les accusent d'être impliqués directement dans la crise en Ukraine. Bonjour Caroline de Camaret. Comment expliquer ces nouvelles sanctions alors que finalement le cessez-le-feu sur le terrain semble tenir ?
Oui, c'est quand même assez paradoxal. Effectivement, on constate que demain, on va déclencher une nouvelle salve de sanctions encore plus haut que la phase 3, alors qu'effectivement, il y a un cessez-le-feu. Les 28 se sont mis d'accord après de longues négociations des transactions. On a senti que c'était très difficile. Et puis, ils disent en même temps, au même moment, que finalement, on va peut-être suspendre quand même ces mesures de rétorsion ou ces embargos, ces sanctions, fin septembre, si le cessez-le-feu a tenu et qu'ils considèrent que la situation s'améliore. Ça s'appelle une stratégie souffler le chaud et le froid. Et ils considèrent que cette réponse graduée de sanctions, de phase en phase, a jusqu'à présent payé face à Vladimir Poutine. En effet, même l'OTAN continue à affirmer la présence d'un millier de soldats russes sur le sol ukrainien, même si Petro Poroshenko a dit que la situation s'améliorait de ce côté-là, qu'il y avait un retrait réel. Et en revanche, Kiev a reconnu que les rebelles pro-russes avaient étendu leur contrôle avec la crainte, effectivement, qu'ils arrivent jusqu'au port de Mariupol et créent ce fameux corridor jusqu'à la Crimée. Et ça, les Européens ne souhaitent pas aucune avancée des rebelles. Et c'est pour ça qu'ils ont mis en branle ces nouvelles sanctions qui touchent en particulier les grandes compagnies pétrolières russes, Rosneft et Transneft, ainsi que la branche pétrolière de Gazprom. Mais notez au passage qu'ils ne touchent pas directement les activités gazières de Gazprom, parce que les Européens ne veulent pas qu'on leur coupe le gaz pendant l'hiver en rétorsion. Et puis, à nouveau, des noms de proches de Poutine sur une liste qui s'allonge toujours davantage. C'est aussi une façon d'affirmer un ancrage très définitif de cette Ukraine dans l'Union européenne, alors que l'Ukraine va signer la semaine prochaine le fameux accord de partenariat qui avait mis le feu aux poudres en même temps que le Parlement européen. Merci beaucoup Caroline, et on attend bien sûr peut-être la contre-attaque des Russes. On verra ça dans les prochains jours. En France, Manuel Valls va devoir s'expliquer après les mauvais chiffres économiques annoncés hier. Le Premier ministre va donc rencontrer Angela Merkel dans 10 jours à Berlin. Le gouvernement, qui est loin des objectifs imposés par Bruxelles, notamment en termes de déficit public, l'exécutif mise sur 4,4% cette année. Il dément avoir tenu ses propos. Aquilino Morel fait pourtant les gros titres du Point cette semaine. L'ancien conseiller de François Hollande n'aurait pas digéré sa démission forcée il y a 5 mois et il dénoncerait une épuration ethnique du gouvernement. Angélique Forget. Au tour d'Aquilino Morel de régler ses comptes avec François Hollande. L'ancien conseiller et ami du président évoque pour la première fois son limogeage. Il dénonce sa liquidation par l'entourage du président, qu'il appelle la Tchéka hollandienne, du nom de la police bolchevique. 5 mois après son éviction de l'Élysée pour conflit d'intérêts et ses liens avec les laboratoires pharmaceutiques, alors qu'il était à l'inspection générale des affaires sociales, il prend la défense de l'ancien ministre de l'économie Arnaud Montebourg, lui aussi évincé du gouvernement. Cela faisait des mois et des mois que Hollande rêvait de se débarrasser d'Arnaud. Il se débrouille toujours pour que les autres fassent ce qu'il n'a pas le courage de faire. Aquilino Morel va encore plus loin. La logique qui est en œuvre est une logique de purification ethnique. C'est les Hutus et les Tutsis. Tout cela est limpide. Des charges violentes portées contre François Hollande, dont il était si proche. Lui, l'auteur du discours du Bourget, ce concepteur du hollandisme, porte un nouveau coup dur à l'exécutif. On termine avec du basket et le rêve brisé des Espagnols. Ils ont été battus hier en quart de finale par les Français, 52-65. Une énorme surprise dans cette Coupe du Monde. Personne ne misait sur les Bleus privés de leur superstar Tony Parker. On écoute le meneur de l'équipe de France. C'est un match parfait, je pense qu'on a montré une défense incroyable. On a montré que la France avait une des meilleures défenses du monde et je pense que maintenant c'est que le premier pas. Maintenant il faut finir avec Serbie et aller plus haut. Et le journal revient dans un quart d'heure. À tout à l'heure.